Aujourd'hui, nous allons parler du second film DBZ et comme d'habitude, vous verrez qu'il y a de drôles de comparaisons à réaliser avec l'anime, notamment l'arc Saiyan. Wesh, comment que c'est? Moi ça va tranquillement. Débutons sans plus attendre notre review-analyse du second film DBZ, le type le plus fort du monde, ou Konoyode Ichiban Tsuyoi Yatsu. Sorti le 10 mars 1990, entre les épisodes 39 et 40 de DBZ, qui sont tous deux DHS pré-Planète Namek. Let's go! Le truc marrant avec ce film, c'est qu'il commence un peu comme le précédent, c'est-à-dire avec Piccolo au premier plan s'entraînant dans un endroit isolé du monde. De manière générale, le début est assez original. Gohan, le nouveau petit héros de la série, est mis en avant avec Oolong. Ce dernier a volé le Dragon Radar en quête de cochonnerie et a fait appel à Gohan pour l'aider dans sa quête. C'est un duo atypique que nous apprécierons, et l'on remarque que Gohan porte une tenue style cape longue de Piccolo, un peu comme ce qu'il portera plus tard lors du Cell Game, qui n'existe pas encore, ni dans l'anime ni dans le manga. Les deux personnages se situent dans les montagnes des glaces éternelles, réputées incassables. C'est la montagne Tsurumai Tsuburi, et pour l'anecdote, le nom provient du Tsurumai Park de Nagoya. Et vous verrez que dans ce film, Takao Koyama, le scénariste, s'est beaucoup amusé à donner des noms en référence à la ville de Nagoya, lieu de naissance de Akira Toriyama en personne. Nous retrouverons donc ce thème de Nagoya dans les noms des antagonistes principaux, ainsi que pour les trois sbires que nous verrons après. Personnellement, j'aime bien ce décor arctique, super original pour la série, et ça ressemble un peu au film 6 de DBZ avec Super numéro 13, ou même à ceux qu'on aura plus tard dans Dragon Ball Super Broly. Soudain, un étranger débarque. Il aurait déjà réuni toutes les Dragon Ball et invoque Shenron en 3 minutes de film à peine et exauce son vœu. C'est peut-être le record du monde dans la rapidité d'exécution de l'ambition d'un méchant de DBZ. Il demande à faire fondre les glaces éternelles car un certain Dr Willow y serait condamné depuis une cinquantaine d'années. Et bien entendu, le nom Willow provient de Willow, une confiserie à base de riz et spécialité de Nagoya. Et bien, c'est désormais chose faite. La glace fond et l'ambiance s'installe. Et quelle ambiance, puisque nous verrons que ce film inspirera grandement l'arc Namek, quand même, dans la série DBZ, notamment à travers le mystique thème du mystérieux Dr Willow qui sera le thème de Frieza. Rien que ça. Mais revenons sur l'histoire. Gohan et Oolong se font soudainement attaquer par des Biomen, qui sont une sorte de copie de Saibamen, mais en version robotisée. Gohan est en danger, c'était sans compter sur la présence de Piccolo qui s'interpose et élimine les Biomen d'une manière similaire à la façon dont il extermine le Saibaman qui tentait de s'en prendre à Gohan dans l'arc des Saiyans. Car oui, vous allez le voir, comme je l'ai déjà dit, ce film s'inspire quand même pas mal de cet arc. Soudain, la réalisation nous fait apparaître 3 visages menaçants, à l'instar du précédent film, et Piccolo semble détecter la présence de ces derniers, mais se fera malheureusement aspirer on ne sait où par une sorte de rayon l'emprisonnant. Très direct comme début de film. Et maintenant direction le mot Paozu chez Goku et Chi-Chi, et cette dernière s'inquiète pour les études de Gohan. Goku lui s'en fiche tant que son fils s'entraîne, et on aperçoit d'ailleurs Gohan en train d'étudier dans sa chambre, où l'on distingue une mini Ferrari dans la bibliothèque de ce dernier, probablement en hommage à Ayrton Senna, dont Toriyama était un grand fan, mais aussi et surtout parce que Shueisha à l'époque était en sponsoring avec McLaren, Marlboro et les courses de Formule 1 dont le pilote phare était le légendaire brésilien Ayrton Senna. Enfin bref, Gohan, assis à son bureau, repense à Piccolo et sa récente disparition. Et soudain, une nouvelle insert song débarque. Le mini-clip loufoque, à l'instar de l'insert song du précédent film, met Gohan en avant. Et ici, le dilemme entre son amour pour Piccolo, d'où le titre du son, Piccolo Daisuki, et son envie de devenir un grand savant. Cette insert song montre l'importance accordée au personnage, ce qui était déjà le cas du précédent film. Et ça n'est pas anodin quand on sait que la partie Z, qui venait de commencer à l'époque, plus ou moins il y a 1 an à peine, eh bien avait pour objectif quand même de mettre Gohan en avant. On part ensuite à Kame House où Oolong doit cuisiner en guise de punition pour avoir volé le Dragon Radar. Et si on regarde bien, on aperçoit ici aussi une petite Ferrari modèle réduit en arrière-plan. Et oui, c'était l'époque des placements de produits en toute discrétion. Raid, Shadow Legends. Sans transition, quelqu'un sonne à la porte. Et bim, les Biomen aperçus au début du film sont là et demandent à voir Muten Roshi qui fait une entrée fracassante.
Ou pas. Bon, en fait, je vous ai menti, car 30 secondes après, ces derniers lui sautent dessus, mais il leur met une raclée bien stylée. Quel plaisir de voir Kame Sennin en action comme ça. Leur but est de ramener justement le vieux maître qu'ils pensent être l'homme le plus fort du monde, le dieu des arts martiaux, cela auprès du mystérieux Dr. Willow. Et ça fait du bien, et nous ramène au début de Dragon Ball, où le simple nom de Kame Sennin était connu et respecté parmi tous dans les Tenkaichi Budokai, rappelez-vous. Ils menaceront Bulma pour convaincre le vieil ermite de les suivre et les emmener dans leur espèce de sous-marin. Holon va donc chercher de l'aide chez Goku qui après une petite discussion se décide à aller retrouver Kame Sennin. Gohan souhaite y aller, ce que Chi-Chi refuse virulemment et détectera même Gohan qui tente de s'échapper dans son dos. Ah, elles sont redoutables les mamans, elles détectent le ki à des kilomètres. Nous retrouvons enfin Kame Sennin et Bulma. Les ennemis souhaitent tester la force de Muten Roshi et lancent donc 3 guerriers dans une scène où la BGM M911 vous rappellera sûrement la planète de Namek. Ces 3 sbires sont, selon le vieux savant fou que je vous présenterai très bientôt, issus de la biotechnologie et sont donc des êtres artificiels. Mais Kame Sennin se débrouille vraiment bien à travers de jolies scènes de combat au corps à corps. Cependant, la tâche s'avère trop ardue pour Kame Sennin, ce qui semble déranger le vieux scientifique, lui qui pensait qu'il n'y avait pas plus fort que notre ermite favori. C'est alors que le voile se lève sur cette histoire. Le vieil homme s'appellerait Dr. Kochin, et comme pour tous les personnages de ce film, son nom provient de la région de Nagoya, et ferait référence au Nagoya Kochin, une sorte de poulet régional me semble-t-il. Il serait donc l'assistant du fameux Dr. Willow libéré au début du film. Et d'ailleurs, ce nom dit quelque chose à Bulma. Elle aurait lu quelque part que le Dr. Willow et le Dr. Kochin seraient 2 scientifiques fous, génies en biotechnologie, mais que leurs corps ont été ensevelis par la neige il y a 50 ans de cela. Et est-ce que cela ne vous rappelle rien? Bulma aura plus tard dans le manga la même réaction lorsqu'elle entendra le nom du Dr. Gero. Est-ce que ce personnage, ce Willow, aura servi d'inspiration à Toriyama plus tard dans son manga lorsqu'il créera Gero? Il y a de quoi avoir des doutes puisque la comparaison va encore plus loin. Laissez-moi vous expliquer. En effet, le Dr. Willow apparaît enfin à l'écran. Et surprise, vous avez probablement reconnu le thème musical qui sera joué partout sur Namek avec tous ses dérivés. Mais vous avez encore plus sûrement remarqué que ce n'est plus qu'un cerveau conservé artificiellement grâce au génie de son assistant. Et oui, son corps n'a pas résisté au cataclysme de la montagne. Au passage, la réaction de Bulma me fume. On reconnaît la scientifique passionnée. Parce que je pense pas qu'une personne normalement constituée, a fortiori une jeune fille qui vient d'être kidnappée, réagirait comme ça, regardez. Oh non! Sinon c'est drôle car si on reprend le jeu des comparaisons entre ce film et l'arc Gero, qui n'existe pas encore dans le manga, faut le rappeler, eh bien Gero se fera cybernétiser par numéro 19, également donc son assistant, et nous verrons plus tard que les 2 assistants, donc Kochin pour Willow et numéro 19 pour Gero, ont une petite similitude. Enfin, pour clore le jeu des inspirations probables de ce film, 2 choses. On voit que Gero et Willow utilisent le même procédé, enlever des humains pour y faire des expérimentations. Car oui, pour rappel, numéro 17 et numéro 18 étaient des ados qui furent enlevés par Gero. Et enfin, le Dr. Kochin ici présent possède même le même seiyuu que le Dr. Gero, à savoir Koji Yada. Ça fait quand même beaucoup de comparaisons et de similitudes là. Enfin bref, j'aime beaucoup ce film car c'est une ambiance SF, science-fiction que Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, raffole. On a le stéréotype de 2 génies fous et un but d'eux-mêmes très irritable. On le voit lors de leurs échanges avec Bulma qui ne prend pas de pincettes pour leur répondre. Et Kochin qui est vite excédé lorsqu'elle dit le mot stupide. Ils ont une très forte estime d'eux-mêmes et disent avoir toujours été en décalage et incompris par les humains dont ils souhaitent se venger. Et leur plan se révèle. Ils recherchent l'homme le plus fort du monde afin d'y greffer le cerveau du Dr. Willow. Et pour démontrer à Bulma qu'ils sont très puissants et sérieux quant à cette conquête du monde, le Dr. Kochin avoue qu'ils sont les responsables de l'incident survenu à l'énorme forêt près de la capitale du Sud, complètement rasée en un instant et devenue un désert il y a 3 jours de cela. Et au passage, le background de la forêt est splendide et m'a toujours donné cette impression
illusion de photos réelles. Enfin bref. Après toutes ces révélations, le Dr Willow sent une énergie extraordinaire s'approcher à grande vitesse. Goku arrive en effet sur Kintown, et je crois que c'est la dernière fois que l'on verra notre héros sur le nuage magique. Si vous observez, la pose de Goku sur Kintown est similaire à celle qu'il prend lorsqu'il part à la rescousse de Gohan enlevé par Raditz dans le manga. Au passage, c'est drôle que Willow soit en mesure de sentir les ki, et a priori, il en disposerait peut-être lui-même, bizarrement, puisque lorsque Willow fut libéré de sa prison de glace au début du film, Gohan s'exclame « Sugoi Kida », quel énorme ki, puis on a aperçu Willow très rapidement. Enfin bref, notre Saiyan favori arrive aux abords de la forteresse et les guerriers artificiels ne manquent pas de l'accueillir. Et commençons les présentations. Voici Miso Katsun. Oui, c'est ce gros monstre jaune aux capacités corporelles élastiques, ce qui n'est pas sans vous rappeler Buyon de la Muscle Tower dans Dragon Ball. Quant à son visage, on jurerait voir un espèce de clone de Dodoria. Son nom provient d'une spécialité de Nagoya, le Miso Katsu, une variété de tonkatsu du porc frit quoi. Le bref échange entre les deux opposants ne mène à rien. Goku poursuit sa route à l'intérieur dans une salle assez spéciale. Une sorte de salle piégée où les boules métalliques avec des pics tentent de le blesser. Il esquive le tout d'une très jolie manière grâce à une superbe animation bien fluide, naturelle de Taichiro Ohara apparemment. C'est alors qu'il défie Miso Katsun par la force. Ça sera sa puissance de pénétration face à l'élasticité du monstre. Goku active le Kaioken, qui est la technique phare à l'époque, et déchire littéralement le monstre sous une BGM M915 reprenant le premier opening de Dragon Ball en instrumental. Conclusion, Goku est plus fort que Luffy. Notre Saiyan favori ne s'arrêtera qu'en perçant le plafond menant à l'étage supérieur où l'on y découvre le second guerrier issu de la biotechnologie dans une ambiance style jeu vidéo, comme si l'on venait de franchir un palier et le nouveau boss apparaît au niveau supérieur. La réalisation joue d'ailleurs la carte du silence dans ses premiers instants et Goku prend très facilement le dessus dès le premier échange. Ce second vilain se nomme Ebi Furia et cela proviendrait de crevettes frites, particulièrement connues à Nagoya. Mais c'est aussi un double jeu de mots car le ya rajouté à la fin serait un genre de tic de langage un peu campagnard dépassé, bien spécifique au dialecte de Nagoya. On dirait le genre de gros bras assez costaud mais pas forcément dangereux, du moins pour Goku, un peu à la Nappa ou Ricom. Enfin bref, très rapidement débarque le troisième guerrier, aux capacités intéressantes. Il se bat d'une manière assez virevoltante mais possède l'étrange faculté de disparaître complètement des radars pendant quelques secondes. Il se prénomme Kishime et cela provient de Kishimen, une variété de nouilles udon. Et selon moi, cette capacité de disparaître est redoutable. C'est peut-être ce qui inspirera Guldo dans le manga plus tard, car si l'on regarde bien, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'il retient sa respiration, il disparaît complètement des radars, puisque le temps s'arrête pour ses adversaires. Par la suite, les deux vilains foncent sur Goku et font preuve d'un véritable travail d'équipe rondement bien mené et animé par Naotoshi Shida, que vous connaissez tous grâce à Dragon Ball Super. J'ai toujours apprécié ces échanges des premiers films Dragon Ball Z vraiment centrés sur le corps à corps et les arts martiaux. La réponse de Goku juste après est d'ailleurs très jolie, brillante. L'on aperçoit son génie pour le combat. Il anticipe la disparition de Kishime en freinant légèrement sa course d'élan, son sprint, afin de le cueillir et lui asséner un coup dont l'impact est véritablement bien retranscrit grâce au SFX utilisé à l'époque, c'est-à-dire les bruitages. Allez, c'est cadeau, c'est pour vous. Ensuite, les deux guerriers sortent leurs bottes secrètes et posséderaient d'autres capacités spéciales. Kishime possède un fouet électrique et frappe Goku qui ouvre grand la bouche, ce qui sera d'ailleurs parfois moqué sur Twitter. Mais bon, c'est Twitter. Quant à Ebi Furia, il disposera lui d'une capacité glaciale, le Toketsuhen, puisqu'il est en mesure de condamner Goku dans un cercueil de glace, ce qui est assez ironique pour ce film. Fait notable, mais jusqu'ici, depuis que Goku est au deuxième niveau, tout le combat s'est déroulé sans la moindre musique d'ambiance, ce qui souligne ce côté martial primaire encore au corps à corps de cette première partie de DBZ où seule l'animation et les bruitages de coups permettent de nous plonger dans l'ambiance. Comme nous sommes plus ou moins dans une inspiration de l'arc Saiyan, à l'instar de ce dernier, lorsque Vegeta Ozaru met Goku mal en point, Gohan et Krillin viendront au secours de ce dernier. Et c'est ce qui arrive ici. Cependant, ils vont vite se faire surpasser et presque torturés par le sanguinaire Kishime. Mais une fois n'est pas coutume, comme lorsque Gohan et Krillin sont en danger face à Nappa dans le manga, Goku active aussi son Kaioken et termine très rapidement ses adversaires.
On remarque d'ailleurs une similitude dans la réalisation de la scène où Goku se débarrasse de Kishime pendant qu'Ebifuria est encastré dans le mur et une scène du premier film DBZ. Cela pour matérialiser la grande vitesse de Goku selon moi, et nous devons probablement cette démonstration de vitesse au réalisateur Takao Koyama, grandement impliqué sur ces films d'époque. D'ailleurs, en parlant du staff du film, Minoru Maeda, le character designer, quant à lui, a déclaré avoir réalisé le design des 3 sbires en s'inspirant de ce qui se fait dans le manga, tout en apportant une touche d'originalité. Et le fait de leur avoir mis une armure est une influence de l'arc Saiyan selon lui, mais aussi une astuce pour dessiner avec moins de prise de tête des personnages à l'apparence non humaine. Enfin bref, Goku, Gohan et Krillin s'envolent au niveau supérieur pour y rencontrer le boss final. Oui, ça fait très RPG, ça nous rappelle un peu les différents niveaux dans le vaisseau de Babidi, qui est d'ailleurs, me semble-t-il de mémoire, inspiré d'un RPG. Goku fait donc enfin face au Dr Willow et apprend toute l'histoire. Ce dernier veut son corps. Bulma fait un bref résumé, les traite de savants fous, ce qui a le don de les irriter et blablabla et blablabla. On est en plein dans une ambiance SF, avec pour thème une sorte de transhumanisme via le Dr Willow, qui souhaite clairement surpasser sa condition de mortel. Enfin bref, les savants passent à l'attaque, mais Piccolo, disparu au début du film, réapparaît, et il semble qu'il a oublié de prendre son traitement allergique en cette période de rhume des foins. Chose intéressante ici, Goku somme à Gohan de ne pas s'approcher de ce Piccolo qui semble en effet avoir perdu la tête. Ce qui est le cas puisqu'il frappe violemment Gohan avant de foncer sur Goku. Cela me fait penser au moment où Gohan dans le manga hurlera à Krillin de ne pas s'approcher de Ginyu qui a pris possession du corps de Goku d'ailleurs. Les scientifiques auraient réussi à dominer la partie maléfique du cœur de Piccolo grâce au système qu'ils lui ont fixé sur la tête. On pense bien sûr à Hackman dans Dragon Ball et sa technique qui fait grossir le vis jusqu'à l'éclatement dans le cœur des gens, ou bien encore de façon plus similaire, le contrôle mental de Babidi qui ne fonctionne aussi qu'à partir du moment où vous n'êtes pas pur à 100%. Ou encore même, on pense à la fois où Piccolo est plus ou moins possédé par Garlic Jr dans les fillers de Dragon Ball Z. Alors bien sûr, s'enchaînent ensuite plusieurs séquences magnifiques de combats au corps à corps qui constituent le gros point fort des premiers films Dragon Ball Z, comme j'ai déjà pu le dire. Dans cette première séquence d'affrontement entre Goku et Piccolo, et animée par Takeo Ide, on a encore cet effet de contraste afin de démontrer la vitesse de l'affrontement. Piccolo a le temps de faire de multiples saltos arrière en guise de prise d'élan pendant que Goku n'en fait qu'un seul en l'air. Gohan intervient, il supplie Piccolo d'arrêter, mais ce dernier n'en a que faire. Arrive alors la deuxième séquence d'affrontement entre les deux personnages, cette fois un peu plus symbolique. Les deux rivaux sont face à face de la même manière que lors du précédent film DBZ, sauf que cette fois, eh bien ils arriveront à échanger quelques coups, animés au passage par le génialissime Masaki Sato. Ensuite, le gros farceur de Gohan qui commence à nous faire... Non, je rigole. Il insiste encore malgré les tartes qu'il s'est pris. Il arrête pas de dire « Piccolo, arrête, s'il te plaît, reprends conscience, etc. etc. » Mais Piccolo compte l'éliminer. Et Goku intervient encore pour la troisième jolie séquence de baston entre les deux opposants, qui est encore une fois animée en partie par le monstre Masaki Sato. Gohan est vexé, son sensei ne le reconnaît pas, et l'on sait qu'à cette époque, lorsque ses émotions prennent le dessus, ça fait mal. Il s'écrie alors « Vous êtes méchant ». Puis une immense énergie jaillit de son corps, détruisant peu à peu le repère des savants dans un passage magnifique où l'on suit la tempête d'énergie comme d'un point de vue subjectif et allant s'écraser sur Willow. Kochin ne prend pas la menace au sérieux et le provoque davantage malgré les avertissements de Dr Willow, qui, de la même façon dont il sent le ki, il sent le danger que représente Gohan. Est-ce qu'il aurait justement détecté une augmentation exponentielle de son ki? Peut-être. Malheureusement pour les méchants, Gohan se déchaîne et fait de gros dégâts à la structure. Le plafond et les murs s'effritent et s'effondrent peu à peu. Krillin en profite pour faire une apparition stylée où il demande en bon héros à ce que Bulma soit libérée. Mais si vous avez vu ma review du premier film Dragon Ball Z, vous savez que les scènes de Krillin tournent vite au ridicule dans les films. En effet, Kochin utilise un dernier atout et transforme son bras en arme redoutable et fait faire de jolies cabrioles à notre moine favori. C'est donc Kame Sennin qui, tel un ninja, surgira de nulle part pour lui trancher le bras. Tous les voyants sont au vert pour la Dragon Team. Le Dr Willow n'a pas le choix d'intervenir en personne. C'est le combat final. Il apparaît alors comme un robot géant qui se détache du mur de la base et commet encore plus de dégâts à cette dernière. Dans son excès, il pousse le Dr Kochin dans le vide. Et dans une scène où ce dernier est en chute libre, il se fait peu à peu
désintégré par tous ces courants résultant de l'explosion de la base qui semble être au final une sorte de réserve d'énergie gigantesque pour le robot du Dr Willow, car quand il power up, la base scintille, brille et on dirait que cette énergie se rassemble en lui. Et grâce à une BGM M922 qui met en valeur le désespoir qu'inspire la toute-puissance de Willow et les cris de souffrance et de déception incroyablement marquants, bravo à son seiyuu pour son acting, du Dr Kochin, on découvre que ce dernier n'était en réalité qu'un robot qui avait une forme humaine, comme numéro 19. Enfin bref, la Dragon Team fait face au robot géant qui fut chara-designé par Toriyama, ce qui est à noter puisque cela marque le début de sa grosse implication dans les designs des films Dragon Ball Z. Et quel plaisir de voir ses membres fondateurs chez nos héros, tous ici alignés ensemble, faire front, de manière aussi classe. C'est la belle époque avant l'hégémonie des Super Saiyans. Les élèves qui se battent aux côtés du maître, c'est magnifique. Et on a même droit à un triple Kamehameha de Goku, Roshi et Kulilin, et non pas de Goku, Gohan et Goten comme on aura droit plus tard dans un certain film. Pour autant, Willow les mettra tous très facilement hors d'état de nuire un par un. Et même Gohan qui apparaît avec Nyoibo. Et oui, chose complètement improbable. Bon, ça n'a pas servi à grand chose, mais bon. On a donc notre duo ultime, Goku et Piccolo, pour faire face au terrible scientifique robot géant. Les deux guerriers prodigueront un joli travail d'équipe, à l'instar du précédent film, mais celui-ci s'avérera vite inutile puisque Willow se relève très facilement de toutes les attaques et terrasse Piccolo. Goku n'a pas le choix. Il effectue un très bel enchaînement et arrache le bras mécanique de Willow grâce au Kaioken multiplié par 3. Ensuite, on va voir que la fin du combat est encore plus inspirée de l'arc Saiyan et notamment de la dualité Goku-Vegeta, pour ne pas dire copier-coller limite. En effet, dans un plan doté d'une perspective absolument magnifique et similaire je trouve au moment où Goku prépare son Kamehameha face à Vegeta, Goku est face à l'immense Dr Willow et lance donc un Kamehameha dantesque qui, comme dans le duel face à Vegeta, sera boosté grâce au Kaioken x4 pour surpasser l'attaque de son adversaire dans ce duel de rayons d'énergie. Le tout magnifié par l'épique BGM M924. D'ailleurs, même la fin du combat, à travers la posture de Goku, s'inspire grandement du duel sur Terre face à Vegeta. Et la comparaison va même jusqu'à l'après-duel. Là où dans le manga original, Yajirobe dit à Goku bien joué, donc d'avoir battu Vegeta, ce dernier lui répond que non, Vegeta n'est pas mort et qu'il est toujours quelque part en vie dans le ciel. Il arrive ici pareil avec Kulilin qui se réjouit avant d'être stoppé dans son élan par Goku qui sait que Willow est toujours vivant. Et pour l'anecdote, Yajirobe et Kulilin ont la même seiyuu, Mayumi Tanaka, à savoir la seiyuu de Luffy dans One Piece. Enfin bref. On aperçoit donc Willow dans l'espace, ou ce qui semble être l'espace, puisqu'on voit la Terre parfois comme si c'était une vue de l'espace, alors que d'autres fois on les voit comme s'ils étaient juste au-dessus des nuages. Enfin bref, c'est bizarre. Et en bon mauvais perdant, il rassemble toute son énergie pour détruire Goku et la Terre. Goku se décide donc à effectuer une technique ultime, le Genki Dama. Petite parenthèse, mais le fait qu'il la maîtrise signifie qu'il aurait terminé l'entraînement avec Kaio, on est tous d'accord. Et on voit bien que ce film ne peut prendre place entre l'arc Saiyan et l'arc Namek, puisque Goku n'est pas en mesure de se battre dans le manga après l'affrontement avec Vegeta. Du moins, quand il le redevient, Gohan et Kulilin ne sont déjà plus là, ils sont partis sur Namek. Enfin bref, juste un petit exemple pour vous montrer que les films sont des histoires parallèles et ne peuvent pas être compris vraiment dans l'histoire du manga original. Ce Genki-Dama est spécial puisqu'il s'enverra à une seule main, comme celui réalisé face à Vegeta, mais surtout si on regarde bien, c'est le premier Genki-Dama de Goku dans la série animée Dragon Ball Z, puisque comme vous le savez dans le manga et donc dans Dragon Ball Z, c'est Kulilin qui enverra le premier Genki-Dama à Vegeta. La scène où il rassemble l'énergie est très jolie, nous voyons divers paysages de la Terre avec la très douce BGM M926 en fond. Ce moment me rappelle d'ailleurs l'autre utilisation du Genki-Dama plus tard dans le troisième film DBZ, puisque l'on a un moment de calme avant la tempête, avant que l'action ne reprenne très rapidement. Et en effet, ici, le Dr Willow sent le danger et envoie de nombreux Kikoha
ultra puissants, qui d'ailleurs, et ça m'a toujours fait marrer, mais sont beaucoup trop rapides. Le mec, il les lance depuis ce qui semble être l'espace, plus ou moins, et ils arrivent en 2 secondes sur Terre. Genre, Goku n'a même pas eu le temps de lancer son bras pour envoyer la technique du Genkidama. Enfin bref, Goku est mal en point, comme lors de son affrontement face à Vegeta, et Gohan se décide donc de partir à l'assaut du Dr Willow, avec Piccolo. Et bizarrement, nous aurons un Gohan beaucoup plus efficace, plus fort, qui tranche radicalement avec le Gohan qui s'est fait one-shot quelques minutes plus tôt. On dirait encore une inspiration du combat face à Nappa. Au début, il est inefficace, peureux, puis par la suite, il devient vite plus enclin à se battre et à élaborer des stratégies avec Piccolo et Kulilin. Et d'ailleurs, ici, Piccolo le rejoindra pour l'assaut final, et j'aime énormément le plan où l'on distingue via le réceptacle en verre de Willow le reflet de Piccolo effectuant une attaque par la bouche. Et comme lors de l'affrontement face à Nappa, Kulilin les rejoindra aussi pour compléter le trio de survivants. Mais... oui, toujours toi, Kulilin. Enfin bref, Willow est hors de lui et balance son attaque ultime en direction de la Terre. Mais Goku est bien réveillé et rétorque avec le Genkinama qui, comme dans l'arc Saiyan, est toujours conservé en lui. On a alors une séquence fort jolie où toute notre équipe de protagonistes est subjuguée par l'énergie qui ressort de la technique de Goku. Ils sentent en effet toute la nature et la population de la Terre qui se sont assemblés pour lutter face à la menace. Le tout magnifié par la BGM M928. Willow va donc se faire désintégrer par l'énergie des humains et de la Terre qu'il méprisait tant. L'ennemi disparu, Goku remercie plus ou moins Piccolo pour l'aide, et là ce dernier met Gohan en avant en disant qu'il a fait du très bon travail, sous une petite BGM M929 style happy ending comme on les aime. Et c'est intéressant de voir Gohan autant mis en avant, il débute et clôture le film en étant le centre d'attention. Ça ne m'étonnerait pas que Toriyama avait discuté avec Toei à l'époque, en leur disant comme quoi il aimerait que Gohan devienne la nouvelle mascotte de la série, et les films pour l'instant l'aident pas mal dans cette tâche. Et pour terminer, vous savez que j'aime les symboliques et philosopher sur la vie, et si je devais trouver un thème pour ce film, je dirais que Willow se faisant ironiquement tuer par le Genkidama montre à quel point la brièveté de la vie, aussi courte soit-elle, vaut la peine d'être vécue, et que c'est peut-être justement son statut éphémère qui lui procure toute sa force à l'instar du Genkinama. Et ce statut éphémère est important car Willow, lui, souhaite transcender son humanité pour asservir le peuple à travers un corps parfait. On est donc totalement dans de la SF qui servira peut-être plus tard à Toriyama pour ses futurs arcs, car l'avenir nous montrera que même lorsqu'un être acquiert un corps parfait, cela ne suffit toujours pas. Enfin bref, ce film se termine donc sur un ending original, Ikusa, chanté par l'illustre Hironobu Kageyama. Et voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo est quand même assez longue, on va donc vite s'arrêter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette review du second film Dragon Ball Z. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la passion. Allez, ciao ciao les potes!